Défi 30 jours, 30 livres. On est le 17, figurez-vous. C'est un livre qui est tout récent. Et en même temps qui est très ancien. Il est tout récent parce qu'il est paru peut-être au printemps dernier. 2018. Il est paru fin 2018. Bon, ça va, hein. Et tout ancien, mars 2018. Parce que vous voyez le morsif. Il y en a combien? Oh, que 600 pages. C'est des grosses pages, c'est des grosses, lourdes pages. De quoi il s'agit? D'un truc testamentaire, et c'est pour ça aussi que je me trompais un peu dans le temps, parce que Emmanuel Hocar a disparu depuis. Alors, Emmanuel Hocar, pour moi, c'est quelqu'un qui est présent dès cette période-là de 77-79 où j'arrive à Paris, les premiers cahiers, il y a cette espèce de rage à comprendre. Et puis Paris, c'est tout ce labyrinthe de petites librairies, chacune spécialisée. C'est aussi des lieux de lecture. Et en particulier, c'est au Palais du Trocadéro, là, au Palais de Tokyo, enfin ces coins-là, je ne sais plus lequel exactement. Je crois que c'était au Trocadéro. Ça s'appelait l'Arc. Et on descendait là vers le... Oui, c'est pour ça, c'est au Troca. Ce grand foyer. Et dans ce foyer, là, en bas de l'escalier, on s'asseyait des fois même sur l'escalier. Je me souviens avoir entendu pour la première fois Jean Echenoz lire L'Occupation des sols à cet endroit-là, à l'Arc. Emmanuel Hocar invitait des poètes, des écrivains. Bon, il avait quoi, Hocar, à l'époque? Il avait 30 ballets. C'est qui les gens qui l'invitaient? Des gens comme Mathieu Bénézet, je crois aussi, j'ai entendu pour la première fois là. Peut-être j'invente, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas grave. Mais ça voulait dire qu'une fois par mois, des types comme moi, on pouvait venir s'asseoir. Évidemment, on parlait à personne, un petit provincial là-dedans. Mais on avait l'écoute directe des formes contemporaines en travail. Et évidemment, puisqu'il s'agissait de Hocar, les formes poétiques. Alors évidemment, pourquoi après? Parce que moi j'ai commencé à publier, sortie d'usine sur l'étiquette, le social du service, etc. Bon, c'est pas mon problème, c'est pas bien grave, mais ouais, puis en même temps, la prose, faire parler d'eux dans les journaux, alors que nous, les poètes, les maudits, les solitaires, etc. Donc les Hocar, quand je les croisais, puis en plus, c'est toujours des gens super bien habillés, style, classe, puis on a toujours été un peu comme ça, donc franchement, bon, se croiser, ça a dû être largement 4-5 fois, serrer la paluche peut-être, mais c'est jamais aller plus loin, et bon, moi, quand les gens qui me traitent comme ça, pas non plus faire trop d'efforts, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais bon, quand même, c'est par exemple, Hocar imprimait lui-même ses livres de poésie, pas les siens, mais il avait une collection qui s'appelait Orange Export Limited. Marianne Alphand, par exemple, là-dedans, je sais pas. En tout cas, moi, des Orange Export Limited, j'en avais plein. J'étais... pourquoi ça m'intéressait? Parce que c'était l'écriture qui s'invente. Et ça, dans les années 80, pour nous, on savait que la littérature, ça respirait par ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on vous dissimule avec tous ces robinets d'eau tiède partout, ces grands-messes polémiques et machin truc. Bon, après, chacun d'aller ouvrir le rideau. Bon, Hocar, pour moi, c'était juste ça. Quand j'ai commencé à travailler en école d'art, je suis devenu salarié à l'âge de 60 ans pile jusqu'à ces 66 ans que je viens d'avoir. Donc la question du salariat a été brève dans ma vie, mais je savais que on était dans le paradoxe de 42 écoles d'art en France, avec chaque fois des cours de philosophie et de machin comme ça, mais où on était parfois des auteurs, comme Pierre Alféry aux Beaux-Arts de Paris, ou Emmanuel Hocar à l'école d'art de Bordeaux, mais il ne s'agissait pas de faire écrire, il s'agissait de parler de littérature et pas se mêler à, là encore, nous, le petit peuple des ateliers du creative writing. C'est pas grave non plus, on n'a jamais eu l'occasion de se croiser. Par contre, quand ce livre est sorti, je l'ai acheté tout de suite, à cause de ça, parce que dans ces 600 pages lourdes, de quoi il s'agit? C'est que dans la quinzaine d'années où Hocar faisait le voyage Paris-Bordeaux pour aller rencontrer ses étudiants, il consacrait son voyage à prendre des notes, qui étaient les notes dont il allait se servir
dans le travail avec ses étudiants. Un travail littéraire, un travail de pratique de la littérature, mais un travail aussi d'agora, c'est-à-dire que très souvent, par exemple, il fait écho aux conversations avec une telle ou un tel des étudiants. La semaine dernière, une telle a posé la question et il la développe. Alors ensuite, est-ce que c'était des polycopes, est-ce que c'était des trucs envoyés par mail aux étudiants? Je n'ai pas tout bien démêlé, il y a tout qui se mêle un petit peu là-dessus, mais c'est quelque chose d'écrit. Vous voyez, c'est quelque chose d'écrit qu'on communique comme document de travail, mais qui en même temps sont votre préparation intérieure, sont votre travail pour aborder la question. Et c'est pour ça, là encore, je vous fais pas la promo d'un truc en disant « Ouah, ce machin, faut le lire !» Je vous dis, vous inquiétez pas. C'est juste que si vous êtes en quête de quelque chose qui vous permet d'appréhender les petits rouages, les petits détails, les petits tournevis à démonter, des trucs de langue, si vous interrogez sur prose, poésie, sur réel et représentation, sur la lettre et le mot et le langage et la chose, eh bien vous avez 15 ans de la vie d'un type qui, après, et tout en faisant à côté son travail de poète, mais ayant été extrêmement impliqué dans les aventures de l'avant-garde des années 80, décide de partager ça en tant qu'expérience. Ce livre atelier, alors moi je le pigosse comme on dit chez nous. On prend un bout par là, il y a des outils à la fin, remarque, index, post-scriptum. Le manuel d'Épictète, on en parle page 336. La pensée de Mozart, page 76. Playback par Raymond Chandler, page 528. Faulkner, William, page 30, 32, 410. Et Félix Fénéon, page 342. Allez, chose sérieuse. Objet, le destinataire, prendre son temps. Date, 17 octobre 1999, de Emmanuel au Pisan. Pisan étant les participants au cours, puisque, comment on peut appeler ce cours? Le tour de Pise? Le cours de Pise. Il y a des petits secrets intérieurs qui reviennent sur la question. Ça aurait à voir avec un jardin en mouvement. Mouvement vers et à partir d'un destinataire. Mouvement vers un destinataire, à partir d'un destinataire. Méthode. Je me trouve ici devant un mur, un bloc, un obstacle. Je ne sais pas par quel bout attaquer le problème. Pour faire sauter l'obstacle, réfléchir, analyser. Analyser, c'est décomposer. Envisager le problème sous ses différentes facettes avec l'intention de le résoudre. Pas couper les cheveux en quatre pour le plaisir. Analyser, c'est dissoudre les difficultés. Parenthèse. Laisser de côté le couple infernal, comme tous les couples, analyse, synthèse. Procéder, alors trouvez comment ça pourrait marcher. Il me faut un vrai destinataire. Pas un destinataire fictif, abstrait, général, le public, mais quelqu'un qui existe réellement, à qui j'ai vraiment envie, besoin de parler. Écoute, faut que je te parle. Analyse du destinataire. Je peux dire, mon destinataire est la personne, disons comme ça, la personne à qui j'ai envie, j'ai besoin, j'ai désir de parler de quelque chose. La personne qui va me permettre de sortir, de formuler, de dire, d'exprimer, de dénouer ce qui en moi, disons, en moi, reste coincé, inarticulé, inexprimé, incompréhensible, noué, etc. Mais je sais qu'il y a des choses en attente, elles comportent des possibilités d'action. Clark Coolidge. Il y a ce double mouvement. Je m'adresse à quelqu'un, mais en même temps, mon message m'est tiré par ce quelqu'un. C'est le rôle attribué à la muse qui inspire le poète. Parenthèse, langage ordinaire. Tirer quelque chose de quelqu'un. Il a su tirer de cette lecture, de cette personne, de précieux enseignements. Parenthèse, dans le langage ordinaire, on dit indifféremment inspirer ou aspirer. Et vous noterez au passage qu'on parle en expirant. Parenthèse, revisiter sur ces bases, sur les bases du langage, la notion d'inspiration, si toutefois cette notion vous intéresse ou vous préoccupe. Parenthèse, si vous le pouvez, écrivez directement sur votre ordinateur. Il a infiniment plus de souplesse que votre écriture manuelle, tout en possédant les mêmes caractéristiques, contrairement à la machine à écrire de naguère.
Il vous permet de voir sur le champ votre pensée avec plus de distance et plus de clarté. Que voyez-vous en regardant par votre langage ? Coolidge. Parenthèse. On est sur une suite de parenthèses. Très belle mise en page, d'ailleurs, des petits décalages de police, de blanc. Clark Coolidge est un poète américain né en 1939 sur la côte est des États-Unis. Il ne nie pas une vague et lointaine parenté avec John Calvin Coolidge, président des États-Unis dans les années 20. Il a été batteur de jazz professionnel. Il a écrit de nombreux livres, dont l'extraordinaire Texte du cristal, d'où sont extraites ces citations. Il s'agit d'un poème très dense de 150 pages, écrit à partir d'un bloc de quartz qu'il avait sous les yeux sur son bureau. Vous connaissiez ? Eh bien, avec Emmanuel Ocar, vous connaîtrez. Je repars sur destinataire. Le destinataire, donc, a le rôle qu'on attribue à la muse si on croit à ces histoires d'inspiration. Poète, prends ton luth et me donne un baiser, bla bla bla, musée. On pourra aussi éclairer cette notion de destinataire à la lumière de ce hadith. Les hadiths recueillent les paroles du prophète qui ne figurent pas dans le Coran. J'ai envoyé mon message de moi-même à moi-même, par moi-même. Ici, c'est Allah qui s'adresse à son prophète. Mais il n'est pas nécessaire de se lancer dans des considérations théologiques pour comprendre cela. Ça marche aussi avec la fille ou le garçon que vous aimez. Là, on sent le prof de la bouteille et qui s'est attraper son auditoire. Je n'aurais pas écrit ce mot comme ça. Parenthèse, lorsque vous utilisez un mot emprunté à une langue étrangère, écrivez-le en lettres italiques, sauf qu'il est passé par la langue française. Je dis un hadith en italique, je mange des spaghettis romains. Donc, on dira que le destinataire est cette personne à partir de laquelle quelque chose qui est en attente peut se mettre en mouvement et circuler. Appelez ça un moteur plutôt qu'une origine. Je le dis afin de l'apprendre moi-même. Joe Bousquet, ce que je vous dis, c'est de vous que j'ai appris. Clark Coolidge. Ça continue sur destinataire, mais vous voyez comme ça peut être à la fois passionnant et à la fois comment on se fait complètement littéralement englué, attrapé. Retour au destinataire. La lettre à Freddy Boache de Jean-Luc Godard. Tiens, c'est curieux aussi parce que Freddy Boache est décédé il y a quelques mois. Est intéressante à analyser sous cet angle. Parenthèse, quand vous citez le titre d'un livre, d'un film, d'une œuvre en général, écrivez-le en lettres italiques. Jeudi dernier, Patrick Guillot vous disait à propos de Justine Adonis que ses professeurs avaient fini par la convaincre de faire une seconde 5e année. Des petites histoires d'école. Qu'un des avantages de l'école des beaux-arts, c'est qu'on peut y prendre son temps. Nous, il fallait toujours qu'on se bagarre pour faire comprendre aux étudiants de 5e année que faut construire la rupture, il faut casser l'œuf. Et il a ajouté que c'est peut-être de moins en moins vrai, ce que je pense également. Tac à tac, là c'est les collègues. Ça me rappelle la remarque de Wittgenstein. Les philosophes devraient se saluer entre eux ainsi, prends ton temps. Vous voyez comment ça vient ? Cette histoire des étudiants qui disent « je vais pas au diplôme, je vais redoubler ma 5e année, je vais faire une... » Et prends ce truc concret, et puis il y a ce truc « prends ton temps » ou « prends pas ton temps » ou est-ce que c'est bien aussi de se construire l'énergie pour sauter dehors ? Et puis là, ce truc de Wittgenstein, les philosophes, quand ils se rencontrent pour se saluer, devraient dire « prends ton temps ». Et là, il part sur prendre son temps. Parenthèse, on dit et on écrit se rappeler quelque chose ou se souvenir de quelque chose. Il fait son taf, hein, le gars. Prendre son temps devrait figurer en bonne place sur la liste des notions à avoir incessamment à l'esprit. Parenthèse, Wittgenstein insistait ainsi sur la lenteur de la lecture. Il arrive qu'une phrase ne puisse être comprise que si on la lit avec le rythme voulu. Toutes mes phrases sont à lire lentement. Parenthèse, l'adverbe incessamment n'a jamais signifié tout de suite ou sans tarder. Incessamment n'a le sens que de sans cesse, sans arrêt. On ne dira donc pas la concierge est dans l'escalier, elle revient incessamment, mais de fait de la gravitation, les pierres remontent incessamment à la surface des champs. Prendre son temps, oui, mais comment ? Ça fait partie de la méthode.
Si je vous dis que pour qu'une plante ou un iguane atteigne sa taille adulte, il lui faut le temps qu'il faut, vous me direz que c'est un lieu commun, que de toute façon vous n'êtes ni des arbres, ni des reptiles, et vous n'auriez pas tort. Je vais donc passer par 2 anecdotes qui ont trait toutes les deux aux fleurs. Par parenthèse, nous aurons recours à l'anecdote chaque fois que celle-ci nous paraîtra la façon la plus simple d'éclairer une notion, une situation, une question. Toutes ces notions, en caractère gras dans ce texte, sont des outils conceptuels à utilisation précise, de même que des outils manuels correspondant à des usages spécifiques, un tournevis pour enfoncer une vis, un marteau pour enfoncer un clou, etc. Parenthèse, etc. Abréviation du latin et caetera. Et d'autres choses, n'est jamais suivi de point de suspension. Mais si vous n'aimez pas ETC, qui vous semble antipathique, vous pouvez lui substituer des points de suspension. Tenez vos notions en réserve dans votre boîte à outils. S'il vient à vous manquer un outil dont vous avez besoin, procurez-vous-le auprès des distributeurs agréés. Livres, textes et surtout professeurs, qui sont là pour ça. Si l'outil nécessaire n'est pas disponible en magasin ou s'il n'existait pas, alors fabriquez-le. Les anecdotes sont ces sortes d'outils que vous fabriquerez à partir de vos expériences privées. J'ai souvent comparé le langage à une caisse à outils contenant marteau, ciseaux, allumettes, clous, vis et colle. Ce n'est pas par hasard que toutes ces choses ont été mises ensemble. Mais il y a des différences importantes entre les différents outils. Leurs divers emplois ont un air de famille, bien que rien ne puisse être plus différent qu'un ciseau et de la colle. Les tours nouveaux que nous joue le langage chaque fois que nous abordons un nouveau domaine sont une surprise perpétuelle. Wittgenstein. Voilà, je peux prendre le temps, et encore 2 pages, 4 pages, 6 pages. On revient à Jean-Luc Godard, lettre à Freddy Buach. L'intonation... Et ça finit là, c'est-à-dire que vous avez une petite quinzaine de pages qui est le dossier, peut-être, donné aux étudiants pour ce workshop. À quel rythme ils venaient à Bordeaux? Une fois par mois, une semaine, je ne sais pas. Le suivant s'appelle « Objet, l'apprentissage du langage ordinaire ». Tiens, on va voir notre réponse. 17 octobre 1999 et là, 23 octobre, donc une semaine. Objet, l'apprentissage du langage ordinaire, date 23 octobre 1999, de Emmanuel, au Pisan. L'adjectif ordinaire, sans être franchement péjoratif, etc. Et ça ouvre par une citation de Dickens, des Grandes Espérances. Voilà, c'est un livre, je n'ai pas préparé mon 17, c'est juste l'envie de passer ce moment ensemble avec. Donc il est paru au printemps 2018, et je crois que je l'ai acheté à peu près dès ce moment, mais simplement je le lis régulièrement, et ce qui s'est passé c'est qu'ensuite il y a eu le décès d'Emmanuel Ocar, j'ai plus mis le nez dedans pendant plusieurs mois, mais je sais que l'an dernier, dans cette dernière année d'enseignement, souvent je partais le mercredi matin de bonne heure, le mardi soir, là, tu prépares le sac, tu mets l'ordi, le chargeur, le disque dur, l'appareil photo, tu fais tes petites photos, c'était plutôt 0 papier, mais quand même, les petits tirages que je leur donne d'extrait pour l'atelier d'écriture, le livre d'atelier d'écriture, les machins, celui que tu dois prêter à un tel, etc. Bon, tu fais ton truc, et puis après, tu es là, tu te dis, mais... Demain, tu auras ton impro. Mon impro est toujours sur un auteur. Puis ensuite, ça se prépare dans la tête à part. Mais ensuite, le jeudi, tu as les rendez-vous personnels. C'est jamais exact, parce qu'ils ne sont pas des gens très stricts, nos étudiants d'art. Mais donc, il y a un travail à faire sur soi-même, vers l'autre, par rapport à l'autre, et qui est justement là où on est neutre, là où on est réfléchissant, à tous les sens du terme, mais où on ne prend pas l'acte de transformation, d'invention, à la place de celui qui est là à en discuter avec vous. Eh bien, ça faisait partie de mon rituel aussi. Je prenais Ocar, je prenais un de ces emails aux étudiants, et puis, de quoi tu parles là, mon gars? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu leur proposes comme livre et tout ça? Et donc, c'est ce genre de livre-là, Emmanuel Ocar, le cours de Pise. Je crois que désormais l'estime que j'ai pour Emmanuel Ocar a remplacé toute cette espèce de
distance réciproque qui faisait que on s'évitait beaucoup quand on était par hasard dans des endroits communs, mais là, le respect, c'est pas seulement en tant qu'artiste, en tant que poète, c'est dire, putain, ce mec, son boulot de prof, il l'a sacrément fait. Il est un drôle de prof, hein. C'est-à-dire dans notre écriture à nous, quand il parle de boîte à outils,